Alors, les huiles essentielles, quand on les utilise de façon thérapeutique, on appelle ce domaine de science l'aromathérapie. Donc la science du traitement. Donc, quand on cherche vraiment un effet bénéfique sur le plan de la santé, on appelle ça la science des huiles essentielles, l'aromathérapie. Alors, techniquement, la définition d'une huile essentielle, c'est assez simple. C'est un extrait liquide, un extrait concentré et un extrait complexe. On l'obtient par distillation à la vapeur d'eau, un entraînement en fait, des plantes aromatiques qui va permettre la séparation des huiles essentielles. La composition des huiles est toujours assez complexe parce qu'elle contient de nombreuses propriétés, de nombreuses molécules biochimiques différentes qui vont donc permettre d'avoir des propriétés thérapeutiques différentes aussi. Mais ce sont des produits qui doivent être toujours naturels. Seulement, pour être de qualité, de bonne qualité, ils doivent être 100% naturels, 100% purs et 100% huile essentielle intégrale. Alors, ce qui signifie que quand on choisit une huile essentielle, quand on choisit une marque, il faut absolument contrôler que cette huile soit sans alcool, sans terpènes, sans tout autre diluant possible, de façon à avoir une huile de bonne qualité. Donc toujours pure et jamais de dilution. Pour définir une huile essentielle de bonne qualité, donc comme je disais tout à l'heure, on utilise ce qu'on appelle un chémotype. Un chémotype, c'est une sorte de carte d'identité, tout simplement, une carte d'identité de l'huile. Elle nécessite du coup plusieurs exigences. D'abord la certification botanique, c'est-à-dire qu'on doit absolument être certain de l'espèce de la plante. Son origine géographique, c'est la deuxième exigence, on doit être certain de son environnement. Son mode de culture, il faut savoir si c'est une culture sauvage, si c'est une plante cultivée, biologique ou non d'ailleurs, peu importe dans le cas de la certification. On doit être certain ensuite du stade de développement de la plante, de son stade de développement botanique en fait. Il faut qu'on sache si on la récolte avant, après floraison. Ensuite, on doit certifier l'organe distillé, l'organe de la plante, qu'on utilise la feuille, le pétale, le bouton floral. Ça doit être bien défini. Certaines huiles essentielles d'ailleurs sont moins chères et de moins bonne qualité parce que justement, certains fabricants n'hésitent pas à utiliser toute la plante, quel que soit où que soit le principe actif. Et ensuite, la dernière certification, la 7e qui permet de valider le chémotype, c'est l'analyse du produit. L'analyse du produit est très importante puisqu'elle doit permettre de certifier la composition finale. Donc c'est souvent une analyse par chromatographie ou par spectrométrie. Donc tous ces éléments-là, qui sont des généralités, permettent quand même de sécuriser l'achat de votre huile essentielle et d'en certifier sa qualité. Il existe une autre façon de les définir, les huiles essentielles utilisées par d'autres fournisseurs, c'est l'expression HBBD, ce qui signifie huile biologiquement et biochimiquement définie. C'est très important, je vais vous en donner un exemple qui est très simple à comprendre. Si le chémotype n'est pas défini et qu'on utilise le romarin, on peut utiliser le romarin n'importe comment. Mais si on achète du romarin à cinéole, on aura des propriétés anti-infectieuses sur le plan respiratoire. Par contre, si on achète du romarin à camphre, donc chémotype défini à camphre, on aura des propriétés décontractantes musculaires. La première étape, c'est cette cuve qui va permettre de chauffer de l'eau. Dans la deuxième cuve, on va avoir la plante avec l'organe choisi, et de l'eau, la vapeur d'eau de cette première cuve va s'y mélanger. Donc la plante va être chauffée. Ensuite, dans la troisième cuve, on va avoir un serpentin qui permet de concentrer l'huile essentielle et qui va permettre aussi de refroidir le mélange. C'est comme un alambic en fait. Et dans la quatrième cuve, il faut imaginer qu'elle soit reliée ici. L'huile essentielle par le haut va se séparer de son hydrolat par le bas. Voilà les 4 étapes schématiquement, en miniature bien sûr, de cette distillation.
C'est le procédé le plus courant pour fabriquer des huiles essentielles. En dehors de la distillation, il y a un deuxième procédé assez classique pour l'obtention des huiles essentielles, c'est l'expression à froid, c'est-à-dire la pression tout simplement. On utilise cette méthode pour les agrumes, citron, orange, pamplemousse et mandarine également. Il faut toujours acheter des huiles essentielles qui soient dans un flacon coloré et qui soient dans un flacon en verre. Le flacon doit être coloré pour éviter que la plante ne se dégrade à la lumière, c'est assez simple, et toujours en verre pour éviter les échanges avec les autres matériaux. Il faut toujours un bouchon étanche et toujours bien scellé pour éviter leur évaporation tout simplement. Et la conservation se fait dans une plage de température entre 5 et 35 degrés, donc relativement stable. Dans des conditions que je viens de citer, une huile essentielle se conserve au moins 5 ans. Quelques précautions d'emploi maintenant, puisque les huiles essentielles ne sont pas utilisables pour tout le monde. On ne les utilise pas chez les femmes enceintes, on ne les utilise pas non plus chez les femmes allaitantes, et avec beaucoup de précautions chez les enfants de moins de 6-7 ans. Jamais en injection, que ce soit intraveineux ou intramusculaire, et jamais sur une surface étendue. Il faut toujours aussi faire attention chez certaines catégories de personnes, les asthmatiques, les allergiques, qui peuvent être des patients fragilisés et pour lesquels l'utilisation des huiles doit se faire avec beaucoup de prudence. Alors, il y a plusieurs façons de les utiliser. La façon la plus simple, la plus courante, c'est la voie orale, bien sûr. On avale l'huile essentielle. Pour l'avaler, on utilise un véhicule. Le véhicule, c'est simple, c'est soit un petit carré de sucre, de la mie de pain, ou du miel. Donc ce sont des méthodes faciles, tout le monde a ça chez soi. Certains fabricants proposent aussi des petits comprimés neutres sur lesquels on va pouvoir venir faire tomber 1 à 2 gouttes d'huile essentielle pour avaler le comprimé tel quel. De façon à ne pas... Ça peut être intéressant chez un diabétique par exemple, puisque le sucre, la mie de pain ou le miel, c'est pas très recommandé pour stabiliser une glycémie. La deuxième façon d'utiliser les huiles, c'est la voie locale. Tout simplement, on l'utilise pure sur une zone amassée ou on l'utilise diluée pour une zone plus étendue, plus large. Dans ce cas-là, on dilue notre huile essentielle dans une huile végétale ou dans un gel d'aloe vera. Une autre façon d'utiliser les huiles, c'est la diffusion atmosphérique. À ce moment-là, on utilise un diffuseur ultrasonique électrique dans lequel on va mettre de l'eau jusqu'au niveau recommandé par le fabricant. Et dans ce volume d'eau, on va y ajouter 8 à 15 gouttes maximum de l'huile que l'on a choisie pour diffuser. Ça permet d'avoir une diffusion d'une brume aromatique, mais d'une brume froide. Ce qui est très important qu'elle soit froide, on verra tout à l'heure pourquoi. Et il y a une dernière façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est la voie olfactive. La voie olfactive, c'est simple. On utilise un mouchoir en papier, c'est facile. On met quelques gouttes d'huile essentielle, là j'utilise la lavande. Et on va positionner le mouchoir dans ses mains. Et on utilise ce que l'on appelle la diffusion olfactive avec les mains en cathédrale. On va venir positionner le mouchoir tout simplement devant le visage de façon à inhaler les huiles essentielles. Ça aussi c'est facile et ça permet une pénétration par les voies respiratoires. Ça peut également être intéressant si on le combine à la respiration ventrale, par exemple, pour le bien-être avec la lavande. On utilise à la fois la technique de la respiration ventrale combinée à la voie olfactive, ce qui permet un meilleur intérêt et une meilleure efficacité des huiles. Pour en revenir au mode de diffusion tout à l'heure, je parlais des appareils qui chauffent les huiles. Il faut éviter d'utiliser ce genre de choses parce qu'en fait, quand l'huile essentielle va être chauffée, ses composés aromatiques peuvent être dénaturés et peuvent même devenir toxiques. Donc, si possible, délaisser ce type de matériel chauffant et plutôt utiliser ce genre de choses. Alors, il existe plusieurs types de toxicité. La première, la plus courante, c'est la photosensibilisation. C'est donc une brûlure qui peut avoir lieu
lors d'une exposition solaire après l'utilisation d'une huile sur la peau. Il y a un exemple médicamenteux classique courant qui est connu, c'est le Kétome. Le Kétome, c'est un gel anti-inflammatoire utilisé pour tout type de douleur, d'arthrose ou autre. Ce médicament contient une huile essentielle de lavandin. Le lavandin hautement sensibilisant et photosensibilisant. On a tous les ans des brûlures liées à l'utilisation de ce médicament sur des zones exposées comme les genoux ou les coudes. Alors, la deuxième toxicité des huiles essentielles, c'est l'irritation cutanée. Elle peut arriver si la dilution de l'huile n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'on a utilisé un produit un peu trop concentré ou sur une zone trop étendue et on a créé une dermocausticité. Il y a aussi des risques d'allergie avec les huiles essentielles qui contiennent des terpènes, donc méfiance. Des risques de neurotoxicité, c'est plus grave et ça, les épileptiques doivent se méfier des huiles parce que celles qui contiennent des cétones terpéniques peuvent entraîner des convulsions. On voit bien que ce sont des médicaments puissants, donc il faut s'en méfier. Et il faut s'en méfier aussi quand on les utilise par voie orale. On peut déclencher une surcharge hépatique si on surdose l'huile ou si on fait un traitement trop long. On a de coutume de dire qu'un traitement avec des huiles essentielles dure 3-4 semaines au plus et ensuite on fait une pause d'1 ou 2 semaines avant de reprendre soit sur le même médicament, soit sur un autre. Mais attention à ne pas les utiliser au long cours et notamment pas sans avis médical ou pharmaceutique. En diffusion, comme j'ai montré tout à l'heure, certains fabricants mettent des interrupteurs parce qu'on peut aussi entraîner une toxicité si on diffuse l'huile trop longtemps. Enfin une toxicité, une gêne surtout, ou un inconfort, des maux de tête, si la diffusion se fait toute la journée dans une pièce petite ou étroite, on va créer une saturation de l'atmosphère avec les molécules aromatiques, ce qui entraîne donc un inconfort. On va du coup chercher à traiter le stress, l'anxiété, l'agitation et les insomnies. Je vais vous citer du coup les huiles les plus couramment utilisées dans ces indications-là. La bergamote, la camomille, la lavande officinale, la mandarine, l'orange douce, le petit grain bigarade et l'ylang-ylang. Toutes ces huiles peuvent être utilisées suivant les méthodes que j'ai expliquées tout à l'heure, la voie orale, la voie locale et la diffusion. Sauf la bergamote et l'ylang-ylang qu'on n'utilise pas en voie orale, et sauf la camomille qu'on n'utilisera pas en diffusion. Les applications les plus efficaces pour ce bien-être, ce sont les applications cutanées et diffusion donc. On utilise quelques gouttes de l'huile que l'on va choisir, 1 à 3 fois par jour, sur 4 zones du corps. On choisit soit le plexus solaire, soit la colonne vertébrale, soit la face interne des poignets, soit la voûte plantaire. Ici, ce sont des zones très innervées, face interne des poignets et voûte plantaire, ce qui permet une très bonne assimilation des huiles et un passage très rapide dans le sang. On peut même faire coïncider l'application de ces huiles au niveau du poignet avec l'acupressure qui utilise les zones des méridiens en médecine chinoise. Par exemple, si on vient ici masser son huile sur la face externe du poignet du côté du petit doigt, on va avoir une action anxiolytique. Donc, traitement de l'anxiété, décompression, c'est tout simple. Un peu de lavande ou un peu de mandarine, un peu de camomille et on vient appliquer sur un point précis. Si au contraire, on veut chercher l'application de l'huile pour traiter une insomnie, on change de sens et on vient côté pouce et on va stimuler le méridien qui correspond à l'application, à l'acupression plutôt, pour le sommeil. Donc ça permet de combiner deux techniques pour se relaxer ou pour s'endormir. Il y a 2 huiles dont il faut parler plus précisément, notamment quand le stress engendre des complications cardiaques. Enfin, complications, le mot est fort, mais des manifestations cardiaques plutôt. Par exemple, si le stress génère des palpitations au niveau cardiaque, des extrasystoles ou même de l'hypertension, on va choisir l'ylang-ylang et on va appliquer cette huile, 2 à 3 gouttes, 3 fois par jour sur le plexus,
pour ralentir le rythme cardiaque et et diminuer les manifestations de l'hypertension. Si à l'inverse, le stress a provoqué de l'hypotension et de la fatigue, ce qui peut être le cas aussi, quand on utilise beaucoup d'énergie pour lutter contre un stress intense, on va à ce moment-là utiliser la menthe poivrée dans les mêmes conditions, quelques gouttes, 3 fois par jour, soit sur le plexus, soit aussi sur les poignets, comme j'ai montré tout à l'heure. Bien sûr, on peut aussi toujours associer ces huiles à de la phytothérapie, c'est bien connu. La phytothérapie, c'est donc la science du soin par la plante. On peut choisir l'aubépine, la passiflore, et combiner aussi avec les fleurs de Bach, des solutions ou des rollers qui d'ailleurs contiennent aussi des huiles essentielles. Ces huiles essentielles peuvent aussi être utilisées en massage sur des zones plus étendues, avec soit une seule huile essentielle, soit une synergie d'huiles essentielles, c'est-à-dire une action commune de plusieurs huiles, que l'on va mélanger dans une huile végétale. En fait, c'est un corps gras, une huile végétale. La plus connue, c'est l'huile d'amande douce. Donc le mélange est facile puisque les deux corps gras se diluent très simplement. On peut aussi utiliser des huiles végétales d'arnica, d'argan, de jojoba, de macadamia, d'onagre, de noisette. Il y en a énormément. Le choix est vaste. Et ces automassages, ou alors massage s'il y a quelqu'un disponible, et l'automassage peut se faire par exemple sur le plan abdominal en mouvement circulaire, tout simplement. L'huile relaxante que vous aurez choisie, dans l'huile végétale que vous aurez choisie, en automassage abdominal. L'automassage peut aussi se faire sur la plante des pieds, sur une surface plus étendue, de façon à obtenir un meilleur bénéfice et puis une relaxation du massage combinée à l'apport et l'efficacité de l'huile essentielle. Il y a 4 huiles très précieuses dans ce domaine. C'est la Gualtérie, extrêmement relaxante, l'eucalyptus citronné et le lavandin, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, et le laurier noble, utilisé pour ses actions sur les douleurs névralgiques. Donc avec ces huiles-là, on peut traiter l'arthrose, on peut traiter les douleurs musculaires, les tendinites, les sciatiques et les névralgies. Ces huiles essentielles-là, bien sûr, on va les combiner plutôt avec l'huile végétale d'arnica, puisqu'on va à ce moment-là utiliser les propriétés antidouleurs de l'arnica pour combiner les effets des deux huiles et avoir une action plus efficace. Bien sûr, comme tout à l'heure, on peut associer avec la phytothérapie, puisque l'aromathérapie s'associe bien avec la phyto. On choisit dans ces cas-là les plantes comme l'arpagophytum, le cassis, le bambou, la reine des prés pour leurs mêmes propriétés antidouleurs et anti-inflammatoires. Là, le choix est vaste, j'en ai retenu que quelques-unes. Elles sont très très nombreuses, les huiles essentielles de ce bien-être. Il y a le titri, qui est plus connu peut-être sous le nom d'arbre à thé, l'eucalyptus radié. Je ne parlerai pas du globulus à cause de ses contre-indications chez l'asthmatique, attention à ça. Le thym et le romarin. Toutes ces 4 huiles sont antibactériennes. Elles peuvent toutes traiter les problèmes respiratoires comme les bronchites, les sinusites, les otites. Si par contre on recherche une augmentation de l'immunité, on va utiliser le ravinzara. Le ravinzara, c'est une huile qui va, en protection hivernale, vous apporter une prévention des infections. Période Covid, c'est aussi intéressant, période de grippe également. C'est simple à utiliser, on met 5 gouttes sur le thorax tous les matins, tous les soirs. Et le ravinzara, on peut aussi l'utiliser en désinfection atmosphérienne avec ce genre de diffuseur, ou c'est tout prêt, parfois avec certains fabricants, on le trouve déjà directement en spray. Donc grâce au ravinzara dans l'air ambiant, on va assainir, désinfecter. On peut bien sûr associer aussi toutes ces huiles essentielles à l'homéopathie pour avoir un objectif d'immunité, que ce soit l'influenzinum, l'oscillococcinum, et aussi les probiotiques très connus actuellement pour améliorer la défense immunitaire en renforçant la paroi intestinale. Par contre, il faut aussi penser au niaouli, une huile essentielle très précieuse parce qu'on peut l'utiliser pure, cette huile essentielle, en pourtour d'oreille ici par exemple, pour traiter une otite. Alors chez un adulte par contre,
ou traiter sur le coup en application en bilatérale quelques gouttes pour traiter les maux de gorge. On a des résultats relativement spectaculaires. Ça n'empêche pas bien sûr de consulter le médecin et de prendre son traitement habituel, mais ce sont des traitements adjuvants complémentaires qui permettent d'accélérer le bien-être des thérapeutiques classiques habituelles. Alors là, on peut utiliser le basilic comme antispasmodique pour les douleurs abdominales. On peut utiliser l'huile essentielle de citron pour un drainage hépatique. La coriandre pour les ballonnements. Et pour la constipation, on utilise l'estragon et le gingembre. Donc soit par voie orale sur un comprimé neutre, soit en massage dans une huile végétale sur l'abdomen. Directement pour la constipation, par exemple, l'estragon et le gingembre, combinés à un massage abdominal, on est efficace sur le transit et on apporte les huiles essentielles qui correspondent à la pathologie. Là, j'ai sélectionné 2 huiles essentielles pour la peau, qui sont la cyste, qui est très très cicatrisante, excellente cicatrisante, et l'immortelle pour la coupe rose. Ces huiles essentielles-là, c'est tout simple, on les utilise dans sa crème de jour, parce que dans une huile végétale, pour le visage, c'est un peu gras. Donc on choisit la crème de jour que l'on connaît, que l'on utilise habituellement. On y rajoute quelques gouttes de cyste ou d'immortelle tous les matins, suivant l'objectif à rechercher. Pour la peau, une autre huile essentielle intéressante, c'est la lavande aspic. La lavande aspic, on l'utilise pure sur une piqûre d'insecte, que ce soit méduse, guêpe ou moustique. Elle est immédiatement calmante, décongestionnante et limite antalgique aussi. Donc très, très rapidement antalgique en tout cas. Je ne voulais pas finir ces explications sur les huiles sans vous parler de quelques formules très très efficaces dans des domaines différents, mais par exemple le mélange en anti-poux quand on est à bout de force et qu'on ne sait plus vers quoi se tourner, on utilise la lavande, le titri, le géranium à part égale. Ça nous fait un mélange pas très coûteux et très efficace en prévention et en traitement. Pour l'herpès, un petit virus qui embête aussi beaucoup de monde, on peut utiliser le mélange Helichrys, Ravintsara, menthe et eucalyptus citronné. Là, mélangé dans une huile végétale, par contre, en général de millepertuis. Et on a une exceptionnelle efficacité de cette synergie d'huile essentielle. Quelques petites astuces encore, une astuce maux de tête, une astuce très efficace aussi, alors qui ne se suffit pas toujours, mais associée à un comprimé de Doliprane, par exemple, la menthe poivrée. Application locale sur le front, application sur les tempes, droite-gauche. On a un effet vasoconstricteur quasi immédiat, un effet glaçon très rapide, et le mal de tête va céder un petit peu plus vite que si on n'avait pas ce petit truc. Pour les douleurs dentaires, on utilise le giroflier, donc bien connu aussi le clou de girofle coincé entre deux dents. Mais là, on peut l'utiliser sur toute la gencive si on mélange quelques gouttes d'huile essentielle de giroflier dans une huile végétale de noisette, application locale sur la gencive, et la douleur est rapidement altérée, diminuée. Un autre truc, c'est le mal des transports. On utilise le gingembre, on connaît déjà le gingembre pour ses propriétés culinaires, mais sur un petit comprimé neutre à croquer un quart d'heure avant de partir en avion, en bateau, que sais-je, on a un effet très rapide sur le mal des transports et les nausées qui l'accompagnent. Voilà, j'ai fait le tour de la question, enfin j'espère. En conclusion, j'espère vous avoir apporté des informations utiles dans ce domaine des huiles essentielles, un domaine complexe, vous l'avez vu. Et puis peut-être l'envie d'en savoir un peu plus, de vous documenter à la médiathèque de Saint-Renan, pourquoi pas. Mais dans le doute, si des questions se posent, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, à votre pharmacien, pour utiliser toujours les huiles essentielles à bon escient. Merci.